Cette émission vous est présentée par Decathlon. L'équipe parfaite, de quoi est-elle composée? De quel profil? C'est lundi? De quel type de joueur? This is Monday. Nous sommes le meilleur jour de la semaine. Ouais. Lundi. Victory, comment ça va Alex? Ça va très bien, impeccable. Le week-end est derrière. Tu t'es mis sur ton beau verre. N'est-ce pas? Disponible le verre. Ah, du verre disponible. Du verre disponible. Installez-vous tranquillou bilou. On espère que vous allez bien, que vous démarrez bien cette semaine. C'est la grosse question. The big question. Tout à fait. La grosse question du lundi. Comme d'habitude, mon cher Alex, on se pose des grosses questions et on espère que vous allez pouvoir bien profiter de cet épisode. On a parlé récemment de pas mal de choses. On en est où sur les grands rôles modèles de la société? On en est pas mal. On a bien avancé. On a fait une question. On a déblayé. On en est où sur les génies? Ouf. On a bien déblayé aussi sur les génies. Sur les génies, c'est vrai qu'il y a eu du gros génie de développer. J'ai bien aimé la mention Borisio. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont bien kiffé. Ouais. C'est un vrai débat. N'hésitez pas à aller commenter sur ce fabuleux épisode. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, on va parler d'équipe parfaite, de compoter et de composer. C'est quoi cette question? C'est une question qu'on se pose souvent. On en parlera dans le gros contexte, mais ça revient souvent en fait. On avait fait un apéro, genre les ingrédients pour le titre, ou je sais plus comment on avait... La recette. Comment on avait la recette pour le titre et tout. Là, on est plus sur, dans l'absolu, comment, de quel type de profil doit être composée l'équipe parfaite. Il n'y a peut-être pas d'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule réponse possible. Ah oui. On va le détailler tout au long de cette vidéo. On va être un peu en mode GM quoi en fait. Ouais. GM de la perfection, on va se baser un petit peu sur l'histoire, on va regarder le présent et évidemment on va tout vous expliquer parce qu'il y aura d'abord une grosse définition. Oui, comme d'hab. Ensuite on posera un gros contexte, histoire de comprendre pourquoi est-ce qu'on se pose cette question et pourquoi est-ce qu'on se la pose en 2024. Ouais. Parce qu'il y a plein de modèles qu'on va pouvoir dupliquer. Et puis ensuite il y aura une grosse tentative de réponse où là ça va GM à fond. Voilà, c'est ça. MyGM Alexinator. On va mettre des profils et puis après peut-être on va essayer de mettre des noms en face les profils. Tout à fait. Et voir ce que ça peut donner. Ouais. Je sens qu'on va être d'accord sur certains points, mais peut-être pas sur d'autres. Vous l'avez bien compris dans tous les cas, et on reviendra en détail là-dessus. On parle de profil de joueur. C'est-à-dire que ici la question, c'est pas de se dire qui est dans la meilleure équipe de tous les temps. Je vais prendre Stephen Curry en 1, Jordan en 2, LeBron en 3 voilà. Et Larry Bird en 4. C'est pas ça la question. Voilà, Larry Bird en 4, et puis Hakeem Olajuwon ou Will Chamberlain ou Shaq au pivot. C'est pas forcément un empilement, c'est même sûr, ce n'est pas un empilement. Oui. De stars, d'individualité. Clairement. Du coup, comment tu fais? C'est un bel équilibre. Il y a quoi dans l'équipe parfaite? Vous savez ce qui se passe dans la NBA actuelle. Il faut shooter, il faut défendre. Et puis parfois, on rencontre des géants. Alors, est-ce qu'on est capable de un relais sur le terrain, un coach, un truc? Est-ce que tout le monde doit savoir tout faire ou pas? Faut que des couteaux suisses ou faut des spécialistes? Je sens qu'on va bien s'éclater là-dessus. Moi j'ai mes petites notes, Alex aussi, je le vois, il y a tout qui est absolument présent. Donc comme d'hab, on vous attend vous dans les commentaires parce qu'on sait aussi que dans la commu, il y a du general manager en herbe. Oui. Ah oui. Il y a ce qu'il faut là. Il y a 65 millions de sélectionneurs, donc... c'est le DDH ça? Ouais, peut-être, c'est le genre. Ouais, avoir annoncé un peu la sélection, je crois avoir dit bon, de toute façon, dans tous les cas, j'aurais tort parce qu'il y a 65 millions de sélectionneurs. C'est très bon, c'est très vrai. C'est un grand classique, évidemment. Vous pouvez vous faire, dans tous les cas, les General Managers, on va faire tout ça. Bien évidemment, avant, on va faire une petite partie sponsor et aussi se demander un petit peu ce qu'on mange. Mais moi, j'ai très hâte de cet épisode parce que, comme tu le dis, et tu sais quoi, je vais même commencer juste par ça avant de faire le petit point sponsor. Je crois que c'est cet apéro dont tu parles, si je dis pas de bêtises. C'est quoi la recette pour devenir champion NBA? La recette pour devenir champion NBA, tout à fait. Ouais. C'est un classique que vous pouvez retrouver qui date bientôt d'il y a 3 ans. C'est clair. Oh là là, il y a des choses qui ont évolué. Mais c'est vrai qu'on avait parlé de plein de choses, un petit peu d'arbitrage, un banc, de la défense, un grand coach, un franchise player. Voilà, là par exemple, l'arbitrage n'est pas au menu. Non. Il n'est pas au menu. Dans l'équipe parfaite, il n'y a pas forcément de quoi est-elle composée? Y a pas Scott Foster ou Tony Brothers. Non, mais peut-être qu'on va reparler de cet élément d'arbitrage parce qu'il peut y avoir des joueurs aussi qui ont la capacité de... d'influencer l'arbitre, oui, pourquoi pas. On verra ça dans tous les cas, n'hésitez pas à aller checker cet apéro, c'est un classique qui est sur la chaîne YouTube, là on va rentrer vraiment dans les profils types. Avant ça, classique du lundi Alex, tu le sais, ils le savent, nous sachons, vous savez, ils nous accompagnent tous les lundis sur cette saison NBA 2023-24 et les big questions du lundi, ce sont les amis de Decathlon que l'on voit juste ici en chaussures, que l'on voit avec Alexinator en pull. J'ai même des onglets qui sont prêts. Regarde-moi ça. Spurs et Celtics pour l'équipe parfaite.
n'y voyez aucun message, hein. Non. Absolument aucun. Par contre, là, on a du message. C'est le petit sweat à capuche Boston Celtics, homme ou femme, qui est disponible sur leur shop en ligne. On a aussi la collection Lakers. Lakers, ça c'est pour Alex, hein, évidemment. Exactement. Toi, tu portes des Lakers tous les matins. Bah, j'ai pas le droit. Moi, c'est interdit. T'as pas le droit? Non, c'est interdit. Est-ce que tu as le droit de porter du sac à dos basketball? Pourquoi pas? Ça peut évidemment servir. On a aussi la fameuse chaussure ici, Miami Heat, homme ou femme. Nous, on a celle des Spurs, là, si je dis pas de bêtises, hein, juste devant nous. Je crois. Ouais, tout à fait. C'est histoire d'eux. Hein. Mais bref, n'hésitez pas à aller, comme d'hab, checker les poteaux Decathlon. Ils sont en escroc, c'est ça? Partenariat avec la NBA, des produits, comme vous venez de le voir, à l'effigie de pas mal de franchises. Yes, sir. Des franchises qui existent déjà, des produits à sortir sur d'autres franchises, des trucs assez cool. Tout à fait. Qu'on a eu le plaisir de voir un petit peu en avant-première, nous, donc c'est cool. Non, mais c'est vrai, tu vois, ça fait. Tu dis, ah tiens, dis donc, pas mal. Et c'est que ça bosse, hein, en coulisses. Hein. Ouais. Pas mal, la coloris, là. Bien. Tout à fait, donc n'hésitez pas à foncer dans la Descro. Dans tous les cas, il y a la nouvelle collection Lifestyle et NBA de Decathlon. Voici pour le petit point sponsor. Alex, avant qu'on compose et qu'on fasse les cuisiniers dans une équipe NBA, qu'est-ce qu'on mange ce lundi? On est dans quel mood là en ce moment? Poisson chou-fleur. Poisson blanc. Oh, la punition. Non, c'est bon. Je sais pas, filet de rouget, tiens. C'est bon ça. Hop, tu fais ça à la poêle, tranquille. Puis tu as tes petits choux-fleurs que tu as fait plutôt classique, quoi, au four ou vapeur, comme vous voulez. Moi, plutôt vapeur, mais. Vapeur. Ouais, hein. Vapeur, tout à fait. Voilà, c'est très bon. Faut que ça reste un peu croquant. On veut pas de la bouillie. Le poisson, attention, le filet de rouget, parfois il reste des arêtes, donc méfiez-vous. Si vous voulez pas passer une mauvaise journée. Méfiez-vous. Du rouget, bien évidemment. Rien que pour t'embêter, tiens, en dédicace à Ben, on va partir sur du Tex-Mex aujourd'hui. Parce que je crois que t'es un grand fan de Tex-Mex. Non, c'est pas du tout mon délire. C'est gras. On a fait un call. C'est gras, c'est épicé. Alex, c'est pas du tout bouffe mexicaine. Moi, j'aime bien. Faut pas, non, je vais pas généraliser comme ça, mais dans l'ensemble, c'est pas ce que je préfère. Ouais. C'est un peu gras, c'est un peu trop épicé à mon goût. Je trouve pas que ça soit tant. Enfin, je sais pas. Non, c'est pas mon. Tu vois, des tacos, je peux en manger quelques-uns, mais tout ce qui est burritos, quesadillas, tout ça, c'est moins mon délire. On s'éclate le bide évidemment avec la fanbase des Spurs dont je porte fièrement le pull et avec Ben qui est évidemment dans l'équipe Trash Talk et qui a fait le voyage et qui va encore faire des voyages jusqu'à je ne sais où. Dans tous les cas, on espère que vous êtes bien en train de manger, qu'on est prêt à démarrer cette grosse question, que vous soyez team du trône, dans les transports ou au taf à la muscu. On va démarrer tout de suite. Si je dis pas de bêtises, est-ce qu'on ne devrait pas poser des définitions un petit peu? Si, il faut. Parce qu'on est dans cet assemblage d'équipes. L'équipe parfaite, de quoi est-elle composée? On va passer à la grosse définition. La grosse définition. Amazing. Alex, il n'y a pas 150 termes là? Non, bah là, le mot équipe, je pense quand même que la plupart des gens ils savent le définir. Tout à fait. Hein, on est d'accord. Assemblement de plusieurs personnes pour former un groupe? Voilà, c'est ça, exactement. Dans le but d'atteindre des objectifs. Ah oui, on l'avait déjà fait ça, je crois. Ouais. Et parfait, la définition littérale, ça va être quelque chose du au plus haut dans une échelle de valeur. Qui fait qu'on peut rien faire de mieux, on peut rien faire de meilleur. C'est parfait. C'est ça. Voilà. Donc là, appliqué dans le cadre du sport, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est en théorie, parce que là, on va faire beaucoup de théorie appliquée au terrain, mais au départ, il faut bien faire de la théorie, il faut faire ce qu'on dit, faut mettre des noms sur le papier. Tout à fait. C'est une équipe tellement bien équilibrée qu'elle en est imbattable. Ça serait ça l'équipe parfaite en théorie, tu vois la définition théorique. C'est exactement ce sur quoi j'allais te lancer. C'est peut-être que en fait la définition de l'équipe parfaite, c'est ça, c'est que tu peux refaire 150 scénarios, il y a 150-0. Voilà, c'est ça. C'est tellement équilibré qu'il n'y a pas de point faible, le moins possible, et du coup ça la rend imbattable. Tout à fait. Bien évidemment, pour la composer, on reparlera après de ça dans le contexte, mais dans la définition même de la perfection, c'est subjectif. Ou en fait non, quoi qu'il en soit, la perfection c'est objectif, c'est comme ça, basta, cosy. Alors sur le papier, ça va rester subjectif. Sur le terrain, si t'es vraiment imbattable et que t'es une dynastie et que t'enchaînes les titres et tout, ça devient un petit peu moins subjectif, ça devient factuel. C'est-à-dire t'as gagné. Ça devient factuel dans la victoire uniquement ou faut aussi la manière, parce que imagine, t'as été 150 fois champion, mais à chaque fois t'as été champion ric-rac, où il y a une équipe qui domine outrageusement. Si t'as été 150 fois champion ric-rac, c'est que t'es quand même sacrément imbattable. Mais oui, sinon oui, il faut un peu de manière. Maintenant, s'il n'y a pas les résultats, ça veut dire qu'il y a des gens, en gros je veux dire par là, si t'as pas été champion, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait mieux.
d'accord, qui ont été meilleurs, et donc du coup c'est que tu n'avais pas l'équipe parfaite, désolé. Tout à fait. On ne veut pas de défaite ici. On veut que de la perfection. Et donc du coup, nous aussi, on va pouvoir la composer, cette grosse équipe. Mais j'ai pas l'impression qu'on va trop traîner sur cette histoire Non, de mais là, définition. on a défini les termes. Hein. Par contre, il y a du gros contexte Ouais. qu'on va devoir se faire tout de suite parce que, mesdames et messieurs, sur le gros contexte, c'est très très simple. On va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on veut voir quelle est l'équipe parfaite actuellement, Alex? On en parlait là tous les deux en off. Et moi, je te le disais que ça allait être un terme sur lequel j'allais te lancer, c'est la NBA est plutôt une ligue, parce qu'on va parler beaucoup NBA, hein. C'est une ligue où on essaye de dupliquer le modèle du champion qui vient d'être champion. Oui. C'est Oui. difficile d'avoir un seul modèle parfait quand tu prends toute l'histoire de la NBA, parce qu'il y a des airs, il y a plein de choses qui Je rentrent en pense qu'il compte. n'y a effectivement pas qu'un seul modèle d'équipe parfaite. Ça, en termes de contexte, l'histoire, notamment du basketball et en particulier de la NBA, nous l'apprend. Mhm. T'as raison, il y a le côté copycat, il y a le côté Jordan stopper, Wilt Chamberlain stopper, Shaq stopper, LeBron stopper. Donc il y a le côté stopper les mecs qui dominent. Mhm. Il y a le côté copier le nouveau Michael Jordan. On avait combien de nouveaux Michael Jordan, honnêtement? Des nouveaux Shaq, on n'en a pas eu. On n'a pas eu des Il n'y a masses. pas eu des masses. Mais des nouveaux Jordan annoncés. Hein. Je Ouais. te dis pas que les mecs ont réussi. Non, non. Mais des nouveaux Jordan annoncés. Pourquoi on comparait à Michael Jordan? Parce qu'il y a un petit côté Invincible. superstar, imbattable. Et je veux dire, si tu fais La demain perfection. le joueur parfait, il y a pas mal de qualités de Michael Jordan que tu peux prendre. C'est vrai. Et Oui. donc il y a ce côté dans le contexte, comment entourer le mieux possible ta superstar pour faire autour de lui une équipe parfaite. Donc en gros, on en vient à la recherche perpétuelle de la bonne combinaison, de l'équilibre de jeu parfait. Oui. Parce que ça reste un sport collectif. Mhm. Donc on l'a dit en préambule, empiler les stars. D'ailleurs, on le voit dans la NBA d'aujourd'hui, où ça balance du Big Three, ça fait venir des mecs et tout. En fait, finalement, La réussite. nous, on s'est souvent extasié, on a souvent été pris dans les fers, dans les filets de, tu vois, des super teams, à dire ah putain la vache, Kyrie plus Harden plus Bah Kevin Durant, toi, Bah, c'est normal. avec hein. un pivot qui se bat, gna 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 et tout, incroyable et tout. Bah, on s'est rendu compte en fait, avec les aléas, des blessures, des machins, des trucs, mais que c'était pas forcément l'équipe parfaite. Du Non, tout. tout à fait. Tout à fait. C'est clair que cette question, elle se pose aussi parce qu'on est en sortie de Super Team. Enfin, en sortie. En tout cas, c'est compliqué. Il y en a encore quelques-unes. Il y en hein. a quelques-unes, mais Mm. quand là, il y a eu l'assemblage KD, Booker et ensuite Bradley Par Beal cet exemple. été, au lieu d'avoir une extase globale, il y en a quand même pas mal qui ont regardé et qui ont fait Est-ce que ça va marcher? Les gars, on a déjà tenté cette histoire-là et il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi, donc attention. Et c'est ça qui est intéressant, parce que tu vois, tout à l'heure, je parlais de combinaison idéale, d'équilibre parfait entre les joueurs et tout. Et du coup, est-ce qu'il n'y a qu'une seule combinaison idéale? Non. Moi, je pense pas. Mais non, pas du D'ailleurs, tout. l'histoire nous l'a montré Mais tu ne peux également. pas. Je pense pas. Donc c'est pour ça que je disais, le côté subjectif sur la théorie, il est réel. Parce que on va le faire, là, on va le détailler. Sur les éléments qui composent une équipe parfaite, Mhm. tu as plusieurs options possibles qui, en fonction de si elles sont bien assemblées, peuvent donner l'équipe parfaite. Mhm. Je sais pas si je suis Si, très si, clair. non, mais c'est très clair. Si, si. Tu as différents profils de meneurs de jeu, tu as différents profils d'arrière, De franchise d'ailier, player. d'ailier fort, de pivot. Les pivots, c'est un poste qui a énormément évolué ces dernières années. Et en fonction de ces profils-là, l'idée, c'est avec tel type de meneur, quel type de pivot je veux, quel type de mec je veux mettre dans l'aile. Ah, bah attention, mon poste 2, ça va. Et c'est comme ça, en fait, que chaque GM, chaque coach, chaque président des OP basket ou quoi, va essayer sur le papier de trouver la combinaison parfaite. Tout à fait. Et quand on prend tout ça et qu'on prend évidemment l'apéro dont on vous a parlé là, de la recette qu'on a pu faire il y a 3 ans, il y a quand même, quand tu alignes les 75 ans de NBA, il y a quand même des cases qui sont souvent cochées. Toute génération confondue. Parce qu'attention à l'équipe qu'on va faire, moi je sais pas toi, mais évidemment on va parler de profil. Moi je suis influencé par 2024. C'est-à-dire que je suis pas en train d'exercer la création d'une équipe qui est pro 2003. Parce qu'on est influencé par ce qui se passe en ce moment, par les Jokic, par le spacing, etc., dont on a parlé notamment dans d'autres grosses questions. Donc, moi, j'avoue que quand je me posais sur cette question, je me disais, bon, il y a toutes ces années d'équipes championnes qui sont passées derrière, et chacun a voulu rajouter sa petite graine. Ouais. Il y a 3-4 ans, là je t'en parlais en off, lorsque les Raptors ont gagné, beaucoup de general managers ont voulu chercher au-delà du côté superstar dont tu as parlé, le futur Siakam. Le mec qui sort out of nowhere, Basketball Without Borders, et qui devient cette espèce de
monstre athlétique, bien formé en interne, dont on va contrôler le contrat et qui est hyper tonique des deux côtés du terrain. Tu vois, les Raptors, c'est intéressant. Les Raptors donc, de 2019, auxquels tu fais allusion. Oui. Ça prend Kawhi. Bon, à la deadline, il y a Marc Gasol. Oui. Mais en gros, là, on a un équilibre. Alors, est-ce que c'était une équipe parfaite? Elle a été championne. C'est pas parce que tu es champion que tu as une équipe parfaite. Tout à fait. Tu as la meilleure équipe à l'instant T. Tu as peut-être coché beaucoup de cases de ce qui va être l'équipe parfaite. Exactement. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils avaient une seule superstar. Désolé, Siakam, Lowry, Gasol et tout. Et il y avait une très très bonne répartition des rôles derrière, répartition aussi bien offensive que défensive. Et c'est ça les combinaisons qu'il faut réussir à trouver, les équilibres de jeu qu'il faut réussir à trouver. C'est-à-dire que comment tu trouves le meilleur équilibre entre du talent, du travail d'équipe, que chacun se sente à l'aise dans son rôle, que chacun... Tout est nécessaire. Tu peux pas... On le voit bien, tu parlais des Suns tout à l'heure, moi j'ai fait allusion aux Nets, il y a d'autres exemples de super teams. On voit bien que empiler les talents en oubliant, je sais pas moi, certains aspects cruciaux de qu'est-ce que c'est une équipe, qu'est-ce que c'est le travail d'équipe, le teamwork, on voit bien que ça marche pas. Tu vois, genre, je sais pas, les notions qui sont également très théoriques dans les mots, mais qui par contre se retrouvent complètement sur le terrain. Je sais pas, les notions d'effort, les notions de confiance entre coéquipiers, entre coach et coéquipier. Qu'est-ce que je peux citer? Prendre ses responsabilités, assumer, respecter, le respect des consignes, la discipline. Enfin, tout ça, c'est des notions individuelles spécifiques à chaque être humain qui, si elles ne se retrouvent pas ensemble dans une équipe, ça marche pas. Une équipe dans laquelle il y a 0 mec discipliné, je suis désolé, alors déjà, 1, c'est pas une équipe parfaite, et puis alors 2, pour être champion, tout à fait, c'est marrant. Et c'est intéressant tout à fait que tu dises ça sur le côté où placer le curseur sur le talent, parce que tu vas avoir besoin d'une certaine notion de talent. T'as des mecs talentueux disciplinés, c'est pas, je dis pas que les mecs talentueux sont des mecs forcément pas disciplinés. Tout à fait. Et t'as des mecs d'ailleurs dont tu auras besoin pour te débloquer de certaines situations dans lesquelles être trop discipliné, c'est pas que c'est c'est pas que c'est une mauvaise chose, mais parfois ils voient un petit peu de talent qui va surpasser tout ce qui est... un peu d'improvisation, un peu de génie, tiens, c'est marrant. Tout à fait, un peu de génie, bien sûr, il y aura tous ces éléments-là. Et moi, je t'avoue que je n'ai pas spécialement cherché à définir du coach. Je suis vraiment resté sur du profil de joueur. Je sais pas toi, mais moi, je suis parti du principe que... On pourra discuter en fonction de ton 5 parfait à toi. Enfin, si moi, j'ai tu un nous 12, mets des profils, si tu nous mets des profils et que tu nous mets des joueurs en face, on pourra discuter de quel est le coach idéal pour coacher tout ça. Oui, voilà. Non, mais on pourra le faire bien sûr. Mais c'est vrai que je suis parti du principe que j'allais le faire un peu à mon image avec certains des critères historiques. Moi, j'ai hâte de voir le tien. J'en ai fait 12. Il en fallait 5 ou j'en ai... Non, moi j'ai fait des 5 majeurs avec des 6e hommes, mais je peux te mettre 12 gars, c'est pas un problème ça. On verra. Moi, j'ai surtout travaillé les profils avant de mettre c'est des ça. noms. Moi, j'ai 12 profils et avec lesquels, parce qu'après, on peut monter jusqu'à 15 si vous voulez, mais parce que moi, c'est l'élément sur lequel j'allais te lancer. Entre 5 et 12, c'est bien d'avoir un 5 majeur, mais qui dit équipe parfaite dit du premier au dernier homme. Tout à fait. Tu ne peux pas gagner un titre aujourd'hui et être soi-disant une équipe parfaite ou une des 10 meilleures équipes de l'histoire. Un noyau de 8-9. On le dit sans avoir un noyau. Ça me fait penser d'ailleurs à ce lien que tu m'as filé et qu'on peut regarder un peu si tu veux. C'était, bon, après c'est très subjectif, c'est qui? C'est Clutch Points qui nous a fait les 10 plus grandes équipes de l'histoire. Voilà, c'est selon Clutch Points les 10 greatest team of all time. Donc dans l'ordre, en 10, ils ont mis quoi en 10? Vas-y, fais voir. En 10, on a le Heat de 2012-2013 qui est donc champion, merci Real. Ah, puis dis donc. Alors, Heat de 2012-2013, on peut faire des profils. Très content. Meneur 3&D, mais avec un rôle assez limité. Relais du coach. Ouais, relais du coach et rôle offensif et défensif, rarement en tête de gondole. Non, oui. Un arrière all-time. Très bon bras droit. Très bon bras droit, super mentalité, vrai leader, polyvalent, attaque, défense et tout. Qui manquait peut-être un tout petit peu de qualité de shoot à distance. Oui. Allez. Non, mais allez. Dwayne Wade, je parle de Dwayne Wade. Oui. Un ailier poste 3 qui pouvait glisser en poste 4 en fonction des besoins. Une superstar. Le meilleur ailier de tous les temps. Donc ça aide fort. C'est quand même pratique, LeBron James. Sympa. En plus, LeBron James, je sais pas si on peut dire que c'était LeBron James Prime, parce que des gens vont me dire non, t'es fou, c'est 2018. Non, t'es fou, c'est 2016. Il y a le Prime de LeBron James de 2012 à 2024. Donc après, vous le mettez où vous voulez, le pic du pic. Mais pour moi, le LeBron James hit, c'est monumental. Oui.
C'est monumental. Pour moi aussi, c'est le meilleur. En termes de forme physique, de qualité, de prise de responsabilité, attaque, défense, efficacité, c'est un fou furieux. 55% réussite au tir. Donc tu as deux joueurs très dominants, ball dominante les deux. C'est aussi pour ça que tu avais Chalmers à la main en côté un peu plus discret, parce que tu peux pas avoir un meneur ball dominante avec Wade et LeBron. Enfin, c'est pas que tu peux pas, mais limite c'est mieux qu'il ait d'autres qualités. Et après, tu avais par exemple Chris Bosh et Udonis Haslem, ou un troisième ailier, enfin un troisième externe, Shane Battier, Mike Miller, James Jones ou quoi, et Chris Bosh au pivot, ce qui te permet d'avoir beaucoup de spacing. Ou Birdman quand tu avais besoin d'avoir Chris Bosh qui était décalé en 4. Est-ce qu'on peut parler d'équipe à la composition? Est-ce qu'on peut parler d'équilibre parfait là pour ce hit? C'est un exemple d'équilibre parfait, je dirais. C'est un exemple qui, moi, quand je qui vois... a fait un back-to-back en plus, donc qui a quand même eu des résultats. De toute façon, pour être dans ce genre d'article, pour être dans ce genre d'article, il va falloir que tu coches beaucoup de cases. 4 finales dont un back-to-back, ça commence à être très sérieux. 4 finales en 5 ans, pardon, excusez-moi, c'est un peu compliqué. Moi, ça coche beaucoup de cases. J'ai l'impression que là, on va en reparler avec d'autres, mais oui, le Heat fait partie de ces équipes-là. Ils ont mis quoi en 9? Je regarde un petit peu. Vas-y. En 9 en speed, je regarde les Sixers de 82-83, donc c'est avec Moses Malone, Julius Erving, ouais, tout à fait, Maurice Cheeks à la main, Bobby Jones. Donc là, ça veut dire qu'on a aussi pour les plus jeunes qui l'ont pas forcément, Moses Malone. Donc on est vraiment sur un pivot dominant. Pivot dominant, franchise player. Dominant, scoring, rebond. Tout à fait. On venait parler avec du Mario Chalmers. Pas du tout le même type de profil pur, parce que Mochik c'est quand même un Hall of Famer, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas border. Non, je crois qu'il est Hall of Famer. Mochik il portait beaucoup plus la balle que n'a pu le faire Mario Chalmers. Mario Chalmers, il avait Wade et LeBron. Bien sûr. Wade et LeBron, tu portes pas la balle, enfin, ou peu quoi. Relais du coach. Oui. Hyper important et meneur d'homme, enfin leader. Tout à fait, leader, meneur d'homme et joueur capable d'être ball handler niveau All-Star. Ouais. Mochix, donc ça hyper important. Tu avais du Bobby Jones, donc ça on va y revenir sur les plutôt aspects. 6e homme lui. Plutôt 6e homme, mais donc attention à la taine défensive. Tu viens de parler de Shane Battier et d'autres gars comme ça. Ouais. Et puis mine de rien du Andrew Toney, genre il y a un moment il va falloir get buckets. Donc t'es pas obligé d'être un futur Hall of Famer comme Dwayne Wade, mais t'es bien content sur les externes d'avoir un mec qui te met des paniers. Ouais, avec Julius Erving, parce que Julius Erving il mettait quelques paniers aussi. Tout à fait, le Boston Strangler pour ceux qui l'ont pas. Nous avons en 8e place les Lakers de 2000-2001. Bon, alors là... Une des équipes les plus dominantes de tous les temps. Ouais. Une équipe qui, si Iverson n'avait pas pondu un match à 48 points, je crois, comme ça, c'est une équipe qui sweepait les playoffs. Hein. Donc, Shaq, Kobe, Fisher, Rick Fox, Brian Shaw. Brian Shaw, c'était qui l'intérieur à côté de Shaq? Horace Grant, c'était Horace. Horace Grant, c'est l'année d'après. C'est pas Robert. Il y a du Robert. Il y a du Robert Horry. Robert Horry, on va y revenir. Voilà. C'est un profil qui peut être important. Ouais, c'est un profil qui peut servir fort. Donc là, équipe complètement différente, c'est-à-dire basée autour d'un duo ultra dominant, Shaq et Kobe, et avec 3 espèces de role-players autour. Oui, bien sûr. Des role-players avec des rôles bien définis et des qualités précises. Donc différents. Je sais pas si je parle d'équipe parfaite, tu vois, pour le coup. Mais elle en est pas loin. Dans son air, en tout cas, elle l'était. En ayant fait un tripit, c'était très violent. Ouais. Les Bulls de 90-91, premier titre de Michael Jordan, évidemment, avec Chicago. Donc là, on a vraiment une superstar. Un parfait ailier couteau suisse à côté de lui. Des besogneux à côté. Un peu de shoot. Capacité quand même avec du Paxson à pouvoir fonctionner. C'est pas celle-là des Bulls que j'aurais prise forcément. Il y a peut-être d'autres. De toute façon, elle est 6ème. Je pense qu'il y en aura d'autres. Il y a peut-être d'autres dans le classement, parce que moi j'aurais pas pris celle-là forcément en premier. Les Celtics de 85-86, ça c'est considéré comme la meilleure team de tous les temps par certains. Les Celtics de 85-86, bilan quasi invincible au Boston Garden. Très intéressant parce qu'on a un front de court ultra dominant et on avait un back court. Non pas que c'était des plombiers au back court, mais c'était des mecs beaucoup moins intrinsèquement en tout cas beaucoup moins fort. No disrespect à JJ Redick, tout à fait. Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parrish à l'intérieur, et puis à côté de ça du Danny Ainge et notamment du Dennis Johnson pour faire le boulot. Dennis Johnson, on pourrait en reparler aussi parce que dans le genre de profil à la main, lui, dans une équipe parfaite, il y a moyen d'être content. Les Bucks de 70-71, ce sont les Bucks d'Oscar Robertson, tout à fait. Karim Abdul-Jabbar, Bob Denridge aussi, je pense. Il y a dans du très beau monde. Wow, c'est une équipe qui est un petit peu sous-médiatisée dans l'histoire de la NBA, mais c'est trop dominant parce qu'on est au début des années 70. Jeune Lew Alcindor qui est en fait, c'est en sortie de titre. Lew Alcindor qui devient Karim Abdul-Jabbar. Ouais, c'est en 13 ou 14 par là. Ouais. Tout à fait, qui s'est converti. On enchaîne avec les Lakers de 71-72. Donc Wilt Chamberlain.
Will Chamberlain, Jerry West. Merci, Il y mais au avait revoir, plus Elgin Elgin Baylor. Baylor. Tout à fait. Pat Riley qui doit être dans le coin. Ouais, il devait y avoir aussi, comment il s'appelle, Guy Goodrich. Il doit y avoir du Gail Goodrich, tout à fait, là pour scorer en masse. Je sais pas s'il y avait à l'époque. Non, je pense que ça devait être trop tôt. Le Gunslinger, on en reparlera. Les Warriors de 2016-2017, on nous les met juste ici. Avec Kevin Durant, Stephen Curry, considérés dans l'ère moderne comme étant la meilleure équipe de tous les temps, c'est-à-dire Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson. Tu rajoutes Kevin Durant. Merci, au revoir Harrison Barnes. On a gardé André Iguodala. On a gardé quand même des soldats comme Zaza était là. Ils avaient ouais, Zaza était là. Je crois que Zaza était là. Bah c'est Zaza Kawhi. Oui, Zaza Kawhi, c'est bon. Zaza Kawhi, tu te rappelles Non, pas? rajoute pas. Donc Zaza, pivot loin d'être dominant mais besogneux. McGee. Ouais, il y avait McGee, il y avait Iguodala en sortie de banc. Et donc ils avaient le côté 5 majeurs avec un pivot, Draymond en 4, KD en 3, Clay et Steph dans le backcourt. Et après ils avaient leur death line-up avec plutôt Iguodala. Et un front court Iguodala, Kevin Durant, Draymond Green, donc un peu small ballisé. Comme ont pu le faire d'ailleurs les Bulls de 95-16 à 98. Tout à fait. Là, je vois, là, il y a en 1, là, il y a les Bulls de 95-96. Les Bulls de 95-96. Qui est l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Tu vois, il y a une bataille entre les Warriors de 2016-17 et les Bulls de 95-96. Oui. Qui, eux non plus, les Bulls, n'avaient pas un pivot très dominant. Clairement, là, on est sur du Luc Longley ou des gars comme ça. Oh. Mais on est sur un small ball complètement létal avec du Pippen, Rodman, Harper, Kukoc Jordan, Kukoc. Donc là, on a un mélange d'équilibre entre l'attaque, la défense, des joueurs ball dominants, des joueurs qui jouent sans ballon. Tout le monde a compris son rôle, Ouais. un coach qui orchestre tout ça. Et encore là, c'est un top 10 qui vient de Clutch Points. On peut mentionner les Cavs de 2016, qui ont quand même été énormes en termes de construction autour de LeBron, Kyrie, des soldats autour pour bien faire le travail, Kevin Love, J.R. Smith, Iman Shumpert, Matthew Delave. On a les Raptors 2019, moi en construction, que j'aime beaucoup. Tu en parlais tout à l'heure, avec une superstar, Kawhi, des gros soldats comme Siakam, Lowry et Gasol, et de l'aide sur le banc avec du Ibaka, Norman Powell et compagnie. Spurs de 2014, autre modèle. Ouais, j'avoue. Plus équilibré, avec quand même du Hall of Famer, qui est bien équilibré avec une jeune superstar en devenir, Ouais. est un effectif tellement deep que tu te fais avoir pendant 48 minutes. C'est ça. Après, sur les Raptors de 2019, tu vois, par exemple, eux, je sais pas si je les rangerais dans des équipes parfaites. Non, Là, j'entends. par exemple, dans les 10 qu'on vient de passer, il n'y a pas forcément que des équipes parfaites. Il n'y a que des équipes très très grosses, mais il y a des équipes aussi qui, de par certains alignements de planètes ou les adversaires qu'elles ont rencontrés, ont eu la chance que leurs points faibles ne puissent pas être trop utilisés par l'adversaire. Tout à fait. Il y avait deux autres petits onglets là. Est-ce que tu veux que je les garde pour la grosse réponse ou tu veux en parler rapidement de cela dans le contexte ou pas forcément comme Bah, tu veux. Écoute, non, ouais, ça c'est un peut autre les garder onglet. pour Peut-être que après. je le mettrais en. Ouais, en grosse réponse. Je le mettrais dans les coms ou quoi. C'est un onglet qui parle des qualités des great basketball teams. Mhm. Donc, il y a des éléments qui reviennent de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, tu sais, l'effort. Ah, des discipline. communications. Bah là, des communications en défense. Oui, Tu vois, bien sûr. voilà, tu vois, parce qu'après, c'est peut-être, pour moi, c'est intéressant, mais ça rentre déjà trop dans le Dans détail. le détail, bien sûr. Savoir quand prendre un jumper en transition, bon, ça va les gars. Tu vois, Oui. Bon, en gros, Ça- pas prendre des tirs de merde, oui, ça fait partie de l'équipe parfaite. voilà, c'est ça, tu Ouais. vois. Ouais, rester concentré dans les fins de match serrés, oui, bon. en Oui, effet. tu vois, donc c'est bien à lire, c'est intéressant, ça permet de se remettre quelques trucs en tête, mais ça nous fait pas forcément avancer dans la construction d'une équipe parfaite. Tout à fait. Et tu parlais de ces valeurs, là je le montre aussi juste rapidement. Voilà. Ça aussi c'est un lien que tu pourras mettre. Support un petit peu oral, l'effort, l'unité, l'ouverture face à tout type de communication. Tu as Ouais. fait une erreur, je le prends pas perso, enlever les égos un petit peu de côté et la confiance. Je vais faire une tentative d'interception. J.R. Smith, je fais confiance à LeBron. L'équipe parfaite, elle est aussi capable de se dire bon bah le mec va laisser faire LeBron faire le plus grand compte de Et l'histoire. ça, ce sont des notions que chaque coach, que chaque GM cherche à obtenir et à comment dire, Implanté à dans mettre son en vestiaire. avant Ouais. avec son groupe. Et par exemple, tu peux regarder le champion de l'année dernière, Denver. Ouais. Bah Denver, en termes de
joueurs vocaux, il y avait ce qu'il fallait. Tout à fait. En termes de prendre ses responsabilités et de faire les efforts, ils avaient réussi à monter au fil du temps le groupe qu'il fallait. Et s'excuser s'il y en a qui n'ont pas fait le travail. Unité, je pense que vraiment Denver nous a montré l'année dernière qu'il y avait un côté équipe, prête à tout et tout. Et confiance, ouverture d'esprit et confiance, pareil. Ils ont su s'adapter à plein de situations. C'est même un des plus beaux emblèmes de ces dernières années de confiance. Hein. Tu vois, cette équipe des Nuggets, sous ses airs, avec une construction au fil de l'eau, autour du duo Jamal Murray, Niko Jokic, avec un peu de Michael Porter Jr. et les petits ajustements, KCP, Gordon, Jeff Green que tu fais sortir du banc, un jeune rookie, Christian Brown qui est efficace, Bruce Brown, tout ça machin. Une bonne gueule d'équipe parfaite. En termes d'équilibre. Elle peut tout à fait. En tout cas, elle montre un certain niveau de perfection sur cet aspect de confiance dont tu parlais. Parce que comme Jamal Murray l'a montré plusieurs fois et en a parlé, il y a un moment où lui il avait des gros doutes quand il était blessé et les Nuggets ont dit non, on croit en toi. C'est là aussi dans l'histoire du titre des Nuggets, comme on reparlera avec d'autres équipes titrées, qu'il y a des moments cruciaux, des carrefours de ton histoire où tu te dis c'est là qu'on a fait un choix. C'est là que peut-être on verra, tu vois, par exemple, on parle beaucoup des Celtics et est-ce qu'ils vont être capables, avec le socle Tatum Brown, d'aller un jour au bout? Est-ce qu'ils auront fait les bons choix? Est-ce qu'il y a un moment où on va voir l'affaire? Est-ce que dans 5 ans, on va voir l'affaire Ime Udoka et on va se dire là, il y a eu une tangente où ça s'est pas passé comme il fallait? Tout à fait. Parfois, c'est aussi dans la tête des joueurs, ça se joue pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'une équipe, on la considère pas comme parfaite. Elle aurait pu être considérée comme telle, mais comme elle a pas su saisir l'opportunité au bon moment pour des raisons parfois, je sais pas moi, de discipline ou de pas faire les bons efforts, en gros des trucs assez mentaux qui viennent de l'équilibre d'un groupe, elle a pas su saisir l'occasion, du coup en fait elle a pas gagné, donc quand t'as pas gagné c'est compliqué d'être considéré comme parfait par exemple. Exactement. Est-ce qu'on se ferait pas une équipe parfaite? Allez vas-y, on va répondre. T'es prêt? Ouais. Et on va tout de suite faire la grosse réponse. L'équipe parfaite. L'équipe parfaite. Alors là c'est très très simple. Mesdames et messieurs, l'équipe parfaite, de quoi est-elle composée? On a bien dit qu'on faisait les profils. On n'est pas là pour dire on veut Steph plus LeBron plus Jordan 93 plus machin. Non, plus là, vraiment, Magic plus Duncan et Shaq. Et chaque en sortie de banc, tout à fait. On est vraiment sur du profil. Oui. Là, tu me disais tout à l'heure, j'ai un 5 majeur plus un 6e homme. Là, moi, je t'ai dit, je suis monté même jusqu'à 12 pour essayer d'avoir l'effectif. T'es monté global. à 12 profils ou à 12 noms? 12 profils. Oui, ok. Très bien. Même 12 profils pour essayer aussi de... parce que justement, c'est sur cet aspect dont tu parlais en tout début d'émission que je voulais te lancer, c'est on ne peut pas dire je vais prendre 12 joueurs, ça peut être aussi joueuses, qui font tout très très bien. C'est aussi important d'avoir des spécialistes. C'est pas un empilement de stars. C'est ça. Et au-delà de stars, c'est aussi de l'empilement de qualité. C'est pas un empilement qualité, de talent. C'est plutôt une association de joueurs au profil complémentaire. Oui. Les meilleurs possibles, chacun dans leur profil, évidemment. Oui. Hein. Question qu'il faut se poser, genre, est-ce que tu dois avoir une star, 2 stars? Déjà, en termes de comme ça, de grandes catégories de joueurs, tu vois, moi j'aime bien la compo aujourd'hui. J'aime bien la compo, une star, maximum 2, ou alors une star et un lieutenant, en fonction de comment s'entendent bien les stars. Tu vois. Souvent, les lieutenants sont des stars en fait maintenant, quand même. Sûr. Tu vois. Donc, 2 stars ou une star, un lieutenant, 2 role-players façon 3&D et un soldat. Okay. Ça c'est mon 5 majeur que j'aime bien. Okay. Tu vois. Ça j'aime bien, ça te permet souvent de très bien défendre et souvent d'être bien discipliné, bien organisé en attaque. Et il faut que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. On a vu comment c'est important aujourd'hui à l'ère où tout est analysé tactiquement. C'est très important de ne pas avoir un joueur qui en attaque te sert à rien ou en défense, tu vois, parce que ça c'est exploité tout de suite. Moi là où je te suis évidemment, c'est que j'avais noté tout en haut qu'il me faut un vrai franchise player. Oui. Je pense que non seulement c'est important, mais c'est même fondamental parce que je n'irai pas jusqu'à 2. Pour moi, il doit avoir une hiérarchie assez claire. Ouais, mais tu peux avoir 2 stars, dont une est le franchise player. Tout à fait. De manière claire. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai un vrai franchise player et j'ai une co-star. Par exemple, je sais pas moi. T'as eu LeBron et AD. C'était 2. Toi, t'as une giga superstar et une co-star. Voilà, Anthony Davis. Bon, il y a un moment où l'ordre était clairement établi. Le Jamal Murray fait des playoffs de fou. Le franchise player, c'est Jokic. C'est Nikola Jokic, tout à fait. Tu vois, non, c'est vrai. Merci. Et toute l'histoire est comme ça. Merci KD et Curry. On a toujours dit que c'était l'équipe de Steph, mais que le meilleur joueur sur cette série de playoffs et sur ce run de playoffs, c'était Kevin Durant. Aujourd'hui, les Clippers, on verra ce qu'ils font. On verra si c'est une équipe parfaite. Mais le franchise player, c'est Kawhi Leonard. Tout à fait. Pourtant, il y a de la star autour. Tout à fait.
C'est d'ailleurs comme ça qu'on voit qu'un management comme celui de Dallas se dit notre superstar c'est Luka Doncic, on va essayer de lui mettre une co-star. Ouais. Donc je pense que sur ce truc de binôme, Voilà, c'est ça dont je parle. on est d'accord. Ça veut dire que par élimination, si votre équipe a une superstar mais qu'elle n'a pas de co-star à côté, ce serait déjà bien de cocher cette case-là avant de vouloir être sérieux. Ouais, d'ailleurs on le voit souvent quand une star explose en NBA, très vite on est là en train de dire ah mais il faudrait tel profil autour. Souvent l'ajout le plus important c'est quel est le bon co-star, le bon lieutenant que tu vas pouvoir lui trouver. En ce moment on voit les Pacers à Liberton, là ils ont fait venir Siakam. Bon profil. On va voir avec le temps. Déjà, comment ils vont entourer ce duo et est-ce que ce duo va marcher, mais sur l'idée, elle est là l'idée. Tout à fait. Et t'as dans le sens inverse des équipes qui se disent ah, on va essayer d'avoir une co-star à côté de notre superstar et on va voir si ça marche. Genre, désolé, en fait, des Jonathan Taylor avec Trae Young, c'est pas si bien que ça, tout à fait. Et puis t'en as d'autres, Brooklyn, moi je sais que c'est un modèle là qu'ils veulent essayer de mettre en place, où ils sont certains, sûrs et certains, d'avoir la co-star parfaite dans l'espoir d'avoir la superstar. Ils sont certains d'avoir le lieutenant plus l'effectif autour, et mais il leur faut le franchise player. Ben, tout à fait. Et donc tous les moyens, je veux dire tous les chemins mènent à Rome, mais tous les moyens d'y arriver sont tout à fait audibles et louables. Mais on est d'accord sur il te faut un vrai franchise player et à ses côtés une sorte de co-star à qui tu sens que tu peux à la fois selon moi jouer. Après j'entre dans les détails, hein, mais la co-star doit être capable de jouer avec et sans balle en main. Oui. C'est-à-dire que le franchise player, pour moi, c'est un joueur, on peut refaire toutes les qualités, il y a de tout type de franchise player, mais c'est aussi quelqu'un qui va être capable de délivrer dans les moments très chauds. Tu es obligé d'avoir une co-star qui, dans ces situations compliquées, doit aussi être capable d'avoir la balle en main et de délivrer. Ouais, c'est là que tu as des interrogations. Pour moi, il te faut au moins moins 2 ball handlers de haut niveau. Tout à fait. Un principal, mais il t'en faut au moins un autre. Et vu qu'on est dans l'équipe parfaite, moi j'en ai 3. Bah, moi, idéalement aussi, j'en ai 3. Ouais. Et après, il faut bien gérer les rôles. Oui. C'est quoi tes profils ? J'ai un franchise player. Non, mais c'est pas... Ah oui, d'accord, vas-y, ok. Comme type de profil de... Bah, genre, ok. Toi, si déjà, quand tu fais une équipe parfaite, comment tu fais ? Tu commences par faire un 5 majeur et puis après, tu fais le banc ? Je fais par hiérarchie de... Si j'avais les 450 joueurs NBA disponibles, je ferais d'abord le... Enfin, en tout cas, je ferais d'abord le franchise player et ensuite, je ferais les gars qui l'accompagnent dans le 5 majeur et ensuite le banc. Vas-y, fais-moi ton truc. Donc, par exemple, moi, j'ai un vrai franchise player. Oui. Bon. À côté de lui, j'ai une co-star capable de jouer avec et sans balle en main. Oui. Ok. Troisième chose qui m'est tout de suite venue à l'esprit, je ne vois pas d'équipe qui ont été championnes sans une troisième option créatrice balle en main / relais du coach si ça n'a pas été géré par le franchise player ou la co-star. Ok. Ouais. On se pose des questions sur Tatum et Brown. Je suis désolé, j'ai besoin d'un troisième créateur balle en main ou un gars qui est vraiment le relais du coach. Je comprends. Donc j'ai un franchise player, une co-star capable de jouer avec ou sans ballon et une troisième option créatrice balle en main. Ensuite, j'ai évidemment un 3&D capable de coller sur le meilleur score adverse. Faut partir en mission. C'est comme ça. Et le cinquième profil, c'est assez variable. Je peux être ouvert à tout. Je peux avoir soit un sniper élite comme j'ai mis qui peut stretch le terrain sans être un pneu en défense, soit je peux avoir un autre très gros 3&D capable de coller sur les meilleurs attaquants adverses. Ok, c'est bien, c'est intéressant parce que moi j'ai pas du tout construit comme ça. Vas-y. Quand je dis pas du tout, c'est que je suis pas parti dans le même sens. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de la... Là, toi, tu as fait des grandes lignes de profil de joueurs. Oui. Mais moi, j'ai fait des grandes lignes de profil de joueurs, comment dire, tactico-technique. Je m'explique. Vas-y. Genre, pour moi, tu as un meneur, gestionnaire, mais avec le basket d'aujourd'hui, j'aime bien le meneur, gestionnaire, un peu 3&D. C'est-à-dire, c'est pas forcément un ball dominante. Il est capable de la tenir, la balle, de mettre en place ses systèmes, de faire le relais du coach. Oui. Ça correspondrait plutôt, moi, à à ta fameuse troisième option, là, tu vois, capable, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande tout le temps. Capable de bien défendre sur du poste 1, du poste 2. Genre aujourd'hui, dans la NBA actuelle... C'est trop bas, Mike Conley ? Mike Conley, c'est pas mal. Je roule Holiday. Mike Conley. Tu vois, ce genre de gars, quoi. Bien sûr, voilà. Ensuite, moi, NBA actuel, j'aime bien au poste 2. Si j'ai ce si j'ai ce style de meneur, je veux bien avoir un arrière bien slasher, bien athlétique, qui aime bien avoir la balle, qui score. Faut qu'il défende un minimum, mais c'est pas forcément ce que je vais regarder en numéro 1. Profil, aujourd'hui, Anthony Edwards. Devin Booker, très bien. D'accord. Tu vois, ce genre de profil. C'est ce que j'avais. C'est pas mal. Ensuite, là après, sur mes postes 3, poste 4, pour moi, il faut qu'il y en ait un. C'est peut-être celui-là le franchise player. Allez. Ailier,
qui soit le poste 3 ou le poste 4, all-around, dominant, qui sait tout faire, je sais pas moi, LeBron, Kawhi, ce genre de gars, ok. Du coup, l'autre, donc si tu l'as en 4, c'est le 3, si tu l'as en 3, c'est le 4. L'autre, on retombe pour moi dans un profil 3&D. Comme ça, t'équilibres et tout. Ok. Et là, dans ce cas-là, j'ai déjà 3 joueurs qui aiment bien tenir la balle, mon meneur gestionnaire, un de mes 2 ailiers et mon arrière. Et donc là, par rapport à la NBA actuelle, comment elle est foutue, je pense qu'un pivot rim runner protecteur d'arceau, ça te fait un bon 5 majeur parfait. Ok. Là, dans ce cas précis. Ok. Donc, si tu traduis ça en joueur actuel, ça te fait, admettons, ça te fait un Jrue, Booker ou / Anthony Edwards. Dans l'aile, admettons, t'as un Kawhi, un Tatum, un LeBron, un KD, un mec comme ça, à côté d'un... C'est qui là, des 3-4, genre 3&D, quand même efficace, mais pas Kawhi. Kawhi fait du 3&D, Non, mais bien je veux sûr. dire, il est bien plus que ça. Genre, je cherche, un mec, est-ce que Bogdanovic rentre dans ce profil? Peut-être pas assez. Il est 3 mais pas 10. Il donc est, ça va ouais, être voilà, il est compliqué. pas trop le dit, quoi. Michael Bridges, Michael Bridges. Cam Johnson, Cam Johnson, ouais. ce genre de gars. C'est peut-être pas assez ambitieux, mais c'est pour montrer Et l'équilibrage donc en pivot, que ouais. je veux faire. Bon, en pivot, là, c'est, je sais pas, moi, Gobert, Dikembe Mutombo, mais il joue plus. Ok. Tu vois, le DeAndre Jordan de l'époque. Ok. Aujourd'hui, Adebayo, c'est quand même... Si on dit qu'Adebayo, c'est un rim runner, on est des enfoirés. Non, ça c'est vraiment... c'est une punchline. C'est une Non, c'est punchline. méchant. J'en cherche parce qu'en fait, il y en a de moins en moins. Parce que comme le reste, là, que je viens de dire, le reste est souvent atteint. Et souvent, ça se transforme un peu trop vite en small ball. C'est-à-dire qu'on a très vite tendance à se dire « Ah, attends, on s'en fout. En fait, tu joues avec LeBron, machin et trucs, et t'as pas vraiment besoin de pivot. » C'est à peine vrai. Surtout quand on voit des Embiid et des Jokic qui commencent à en mettre plein la race. Non, mais je sais pas, allons-y. Peut-être c'est pas assez fort pour le coup, mais Gafford ou... Oui, je vois. T'aimes bien le modèle Mavs? Oh, il y a des choses que j'aime beaucoup dans le modèle Mavs. Je trouve ça un peu faible à l'aile. Oui. Clairement. C'est pas une équipe parfaite parce que trop Non, faible à bien sûr. l'aile. Mais il y a un début de quelque Il y a chose. vu quelque chose que t'aimes bien. Après, c'est pas vraiment un meneur gestionnaire 3&D, Non. mais tu peux mettre d'autres 3&D à d'autres postes. Tout à Voilà. Après, là, du coup, je donne un exemple de 5 qui, en théorie, te donne un 5 qui est bien équilibré entre les joueurs portés sur l'attaque, les joueurs portés sur la défense et les joueurs qui savent faire les deux. Qui est bien équilibré entre les joueurs ball dominantes qui aiment avoir la balle, qui en ont absolument besoin pour exister, ou qui savent faire les deux, ou qui n'ont pas du tout besoin de la balle. Tu vois, pour exister, on a cité qui tout à l'heure là dans les ailiers 3&D, là, on a dit voilà Cam Johnson. Cam Johnson. Cam Johnson, ça joue sans la balle. Le soir où il défend, et puis le soir où les trois ils rentrent, ce qui est quand même assez souvent. C'est super. Bien sûr. Tu vois, ce genre de gars. On parlait tout à l'heure des Mike Miller du Miami de 2013. Là. Les Mike Miller, les James Jones, les Shane Battier, c'est un peu ça. Ouais, tout à fait. C'est du 3&D qui a... Franchement, Shane Battier, combien de fois il a monté la balle dans sa carrière? Lol. C'est un peu limité. Combien de fois il a appelé les systèmes, tu vois? C'est un peu limite, non. Bien sûr. Donc moi, tu vois, je suis parti comme ça. Bah, Ma c'est réflexion, marrant. elle était comme ça. C'est marrant parce que Et après, le franchise player, dans mon truc, c'est pour finir par rapport à ce que tu disais, c'est soit c'est le gros ailier all-around, le franchise player, soit c'est ton poste 2, là, ton arrière, scoreur et tout. Je vois. Voilà. Je les aime bien sur ces postes-là. Alors c'est hyper intéressant parce que tu vois, moi je suis parti des profils sans vouloir mettre des postes. Oui. Si je partais... C'est pour ça que je te... Tout à fait. C'est pour ça que si je me colle à ton modèle, moi, dans ma réflexion basket, qu'elle soit historique ou actuelle, je pense que ça reste un sport de grand. Donc, malgré toute l'ère de LeBron, de KD qu'on a pu voir, etc., ou de Kawhi, je pense que mon franchise player reste un intérieur. C'est-à-dire soit un 4, soit un 5. Tu peux prendre du Giannis, tu peux prendre du Jokic, tu peux prendre ce que tu veux, mais en tout cas, il est plutôt intérieur. D'accord. Moi, c'est plutôt mon profil. Et autour desquels, donc parce que j'ai grandi... À la Denver, un peu? J'ai grandi avec les Spurs, j'ai grandi avec Duncan, donc c'est aussi mon pilier
identitaire, vocal, tout ce qui se passe, c'est le plus grand. Je sais pas, c'est peut-être très stupide, mais moi, le grand patron, c'est le gars aussi qui est très très grand. Donc ça passe par Jokic, ça passe par Giannis, ça passe par Duncan, ça passe par Bill Walton, par tout ce que tu veux, etc. Voilà, même si après c'est d'autres qualités qui sont demandées. Mais donc j'ai vraiment plus au poste intérieur ce côté franchise player. Ton intérieur, il est fort en attaque, il est fort en défense. Il est fort en attaque, il est fort en défense. C'est pas forcément mon rim runner. Exactement. Moi, quand je vois Wemby, j'ai des frissons parce que je me dis, quand tu commences à être très fort des deux côtés du terrain et que tu es très grand, tu te rapproches de la perfection basketballistique pour moi. Mais alors du coup, quand tu fais ça, vas-y, c'est quoi les autres profils que tu veux là? Donc vu que j'ai fait en reculant au fur et à mesure, j'ai un vrai franchise player. Imaginons que je prends Jokic par exemple. Un dominante poste 5. Tout à fait. Tu prends un Jokic ou un Embiid par exemple. Ensuite, moi comme j'ai dit, il me faut une co-star capable de jouer avec lui. Plutôt dans les extérieurs du coup. Exactement, donc avec ou sans balle en main. Là tu peux avoir le 2 dont tu as parlé, que ce soit Devin Booker, Anthony Edwards. Ça peut être Jamal Murray. Ça peut être Jamal Murray, exactement. On va refaire les Nuggets, tout à fait. Là, vous allez voir. À une petite différence près, vous allez voir. J'ai besoin d'une troisième option, créatrice balle en main. J'adore Denver, mais Michael Porter Jr. C'est ce qu'il voulait faire. Tout à fait. Il l'a fait par moment, par séquence. Tout à fait, mais c'est du. J'associe plus ça à du catch and shoot que à de la création balle en main. Je suis d'accord, mais il est capable de scorer tout seul, entre guillemets. Bien sûr, bien sûr. Même il aime bien. Et ce sont des modèles qui sont très forts. Golden State a dominé avec du KD, Steph balle en main et où derrière. C'était qui ton troisième pour toi? C'est Draymond. Exactement, c'était plutôt du Draymond parce que Klay Thompson n'est pas c'est plutôt dans le relais à la Michael Porter Jr. Je suis d'accord. On ne compare pas les joueurs et les carrières, c'est juste en termes de profil. Donc j'ai besoin d'un troisième joueur capable de poser la balle en main. C'est ce qui fait notamment que, moi ça me revient souvent en tête, Boston, ils essayent notamment de passer un cap parce que lorsqu'il a fallu poser vraiment le ballon sur le sol, c'est un petit peu compliqué lorsque ça dépasse du Tatum et du Brown. Ouais, et s'il compte sur Derrick White ou il compte sur Jrue Holiday dans ces cas-là. Tout à fait. Ensuite, moi, vu que j'ai ça, j'ai mon 3&D. Donc là, si tu veux continuer sur Denver, tu as soit ton KCP, soit du Aaron Gordon. Mais j'aime bien mélanger les deux, donc autant prendre OG Anunoby, tu vois. C'est bien. Un petit peu un truc musclé comme Aaron Gordon, mais un peu... Aaron Gordon est capable de shooter à 3 points. Mais puis surtout, il est vraiment poste 3-4. C'est ça. Il n'est pas 2-3-4 comme Anunoby. Et voilà, exactement. Merci, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est OG Anunoby peut slider un peu en 4, donc j'aime bien ce côté très défensif, musclé. Et après, c'est au choix. C'est-à-dire que, idéalement, si j'ai cette construction-là, j'ai plutôt un 4 qui pour moi est celui qui fout le bordel. C'est un petit peu la pièce maîtresse. Donc si tu prends un type Aaron Gordon, je te prends un Draymond Green, un PJ Tucker. Cette espèce de gars qui va en fait faire le travail de l'ombre. Oui. Par rapport à ton franchise player à l'intérieur, et qui va pas du tout récolter les fleurs, mais qui va faire tout le sale travail. Donc c'est typiquement ce 4 à la Draymond, à la Aaron Gordon, à la Rodman, quoi. à la Rodman, à la PJ Tucker, à tous ces gars-là qui ont essayé de faire le sale boulot et qui disaient juste merci, au revoir. Qui savaient faire quand même pas mal de choses sur un terrain. Beaucoup de choses, tout à fait. C'est sale boulot, mais c'est propre. C'est très très propre, tout à fait. Donc là, tu parlais de Rodman, il y a eu plein d'exemples comme ça dans l'histoire. Mais donc du coup, dans mon 5... Et moi, j'avoue, je veux bien l'avis des gens, c'est est-ce que votre franchise player dans le 5 de l'équipe parfaite, est-ce que votre franchise player est un forward, est un ailier? Non, moi c'est un joueur extérieur par contre. Ok, c'est marrant. Ça c'est... Et c'est parce que c'est ma vision du basket. Et il y a plein de franchise players pivot ou intérieur, genre Duncan, que je considère pas vraiment comme un pivot, Duncan. Non. Quand on le classe, non mais il a joué longtemps pivot, mais c'est un ailier fort à la base. Kevin Garnett, tous ces gars-là, je respecte à fond. Mais c'est vrai que je serais plus sur des 2 ou des 3, moi, perso. Ouais, clairement. Ah ouais, des 2 ou des 3. D'ailleurs, des 2 souvent qui peuvent jouer 3, des 3 qui peuvent glisser en 4. Mais en gros, je suis... C'est pas que c'est pas possible, mais dans mon esprit, je suis rarement sur un meneur ou sur un pivot. Je suis rarement sur un 1 ou un 5 en franchise. C'est marrant. Mais il y a plein d'exemples dans l'histoire NBA d'équipes qui ont gagné avec un pivot en franchise player. Il y en a plein. Oui. Olajuwon, Shaq, Jokic, tu vois. Genre, déjà, ça en fait 3 pas mal. Je crois qu'on peut dire que justement, on a vu tout à l'heure les Bucks de 71. J'ai l'impression quand même que Lou Alcindor et Karim Abdul-Jabbar, c'était un petit peu un pivot quand même. Oui. Hein, Wilt, Bill Russell. Est-ce que Bill Russell c'était le franchise player quand même? Oui. Des Celtics, hein, t'es d'accord? Tout à fait. Ça veut donc dire, entre grosses guillemets, que si tu devais bâtir toi actuellement l'équipe parfaite, tu prendrais plutôt un build où Luka Doncic est la première personne que tu choisis et moi plutôt un Wemby. Bah, Luka Doncic, oui et non. J'adore son talent. Je sais pas quel type de joueur, tu vois, mais ce serait quoi? Parce que c'est compliqué. Moi, je suis pas sur Luka Doncic, je le mets quand même en meneur, moi. Ok.
quand même. Hein. Oui, c'est parce que tu C'est es un plutôt meneur. extérieur. Toi, Ouais, ton alors, Franchise extérieur Player. clairement, mais extérieur plutôt 2, 3, 4 quoi, moi. Ok. Genre, non, aujourd'hui, je dis pas que je veux pas construire une équipe avec Luka Doncic, que le gars, c'est quand Ouais, même quand même. un des purs génies du moment. C'est sûrement une exception d'ailleurs qui confirme la fameuse règle. Mhm. Non, moi aujourd'hui, je serais plus sur dans les joueurs actuels. Ouais, je sais pas si je construirais autour d'un meneur. Peut-être que Luka Doncic c'est l'exception. Mais tu vois, les C'est un Knicks faux meneur. avec Jalen Brunson, Ouais. les Pacers avec Tyrese Haliburton, les Kings avec Fox, et je Oui. comprends hein, tout ça. Hein. Oui. Non, moi j'aime bien la construction à la OKC avec un Shai qui pour moi est un 2. Hein. Je dis pas qu'il peut pas jouer 1, hein, Hmm. mais c'est quand même Oui, c'est un 2. plus un 2. Ouais, c'est un 2. À minima, au maximum, c'est un combo, mais jamais c'est un 1 pour moi. Hein. Un Shai, un LeBron. Hein. Aujourd'hui, bien sûr, je joue bien sûr. Kawhi, polyvalence incroyable, sait faire énormément de choses. Peut-être que c'est plus autour de ces gars-là et que je peux plus facilement me contenter d'un meneur gestionnaire 3&D que d'avoir que ça dans l'aile. Je trouve que là, les Mavs, c'est vrai qu'ils ont ajouté Kyrie, pour prendre l'exemple autour de Luka Doncic, donc ils ont ajouté énormément de talent, Mhm. et que les deux sont un peu des 1, et c'est un backcourt en gros. Voilà. Et ils sont en train de créer quelque chose, ils sont un backcourt offensivement absolument incroyable, défensivement c'est une autre chanson, même s'il y a des efforts qui sont faits, mais donc je trouve que du coup ils sont assez stéréotypés dans les ailes, dans le front de courte. Ils ont, tu vois, c'est du Ouais, bien sûr, 3&D, bien sûr, quoi. bien sûr. C'est du 3&D ou que du 3 ou que du D, mais c'est Tim Ouais. Hardaway, c'est Derrick Jones Jr., c'est PJ Washington là, Ouais. sur le poste 4, c'est ce genre de gars. Alors que quand tu démarres d'un très gros ailier bien all-around qui sait faire énormément de choses sur un terrain, je trouve que tu peux plus facilement trouver les équilibres oui. ensuite. Bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, j'allais y venir, le modèle que je prends, moi, qui est plus axé, puisque tu parlais de joueurs sur moi, des Giannis, Wemby, Embiid, Anthony Davis, Nikola Jokic, plutôt ce mold-là, là, vraiment très Yannis, je intérieur. le prends en soldat, moi. Je te prends en 3&D. En soldat, parfois même pas. Voilà. En soldat. Soit le soldat, soit le Vas-y, soldat. va de bateau rebond. Le lieutenant, ouais. Ouais. Le lieutenant qui fait le sale boulot. Si je pars sur ce mold-là, c'est parce qu'il y a notamment plus de difficultés. Je te rejoins sur. L'éventail est beaucoup plus large quand ton franchise player est un 3 capable d'être de 3-4, ouais, tout, voilà, à fait. ouais, tout à fait. J'ai par contre le sentiment que le niveau de, qui est un élément très important pour moi de la perfection, de domination pure, des éléments de dominant sont plus considérés à l'intérieur. Je trouve que les joueurs les plus dominants et les fois où le basket nous a rappelé que c'est un sport de grand Tout à fait. restent au grand. Et donc la construction est peut-être plus compliquée, mais je vais avoir des certitudes plus importantes sur des éléments moi, qui sont fondamentaux de protection de cercle, de machin, de tout ce que tu veux, Non, qui sont ça, du je suis secteur d'accord. intérieur. J'entends. Non, mais j'entends. Et donc évidemment, il faut qu'on fasse un banc. Ouais. Parce que est-ce que tu en as des éléments de joueurs de banc que tu as pu mettre un Ah peu oui, sur ta fiche ou pas? T'as oui. quoi par exemple? J'ai forcément. Le pétard? Ouais. Le pétard Forcément mouillé. le pétard ambulant Ouais. sur un banc. C'est très très important. Alors évidemment, il y a des soirs où le gars va te frustrer, il y a d'autres soirs où le gars va te sauver. J'avais mis un 6ème homme offensif, get buckets, catch fire. Ouais, qu'il soit 6ème ou 7ème homme. Oui. Mais il est dans cette rotation là de 7-8 max. Tout à fait. De je rentre, je prends la balle. Aucun autre joueur de l'équipe va revoir la balle. Et encore qu'en ce moment, on voit des 6e hommes un peu pétard ambulants qui se mettent un peu plus à créer. Je pense à Malik Monk Ah, tout à notamment, fait, bien sûr, sûr. avec les Kings ou ce genre de gars. L'évolution de Clarkson, qui n'était pas du tout ça à la base. Exactement. Non, bien sûr. Donc ça, il m'en faut un là dans ma rotation 6-7-8. Il m'en faut un. Et il me faut également un poste 4-5. Il me faut un rim runner bis pour aller Celui-là, je avec l'ai. mon pétard ambulant. Et celui-là, je l'ai parce que Il je me m'en faut disais, il me fallait un autre type de profil par rapport à un franchise player. Ouais. J'avais un rim runner protecteur d'arceau élite. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que C'est Tyson Chandler de Dallas. Tyson Chandler, c'est le mode. Javal McGee, c'est... Ibaka était le backup à Toronto et c'était formidable. C'était exactement. Bien sûr, bien sûr. Et Mbaka, en plus, c'est quand même c'est plus qu'un rim runner. Tout à fait. Dwight Howard, Lakers Bull, Oui, tout à fait. qui a Là, été énorme. Qui était énorme de par son expérience, sa capacité à défendre. Il a bien fait chez Jokic. Il a bien fait chez Jokic. Alors après, Jokic n'avait pas Murray à ce moment-là à côté de lui et tout. Oui. Il y a plein de choses qui sont dans l'équilibre. Mais oui, c'est vrai que Howard a eu cette influence. Et encore une fois, tous les modèles existent. C'est-à-dire que quand il y a les fans des Warriors qui vont débarquer, qui vont dire les gars, on n'avait pas de rim runner. Et oui, c'est vrai. Mais parce qu'il y avait d'autres éléments autour qui étaient Ils n'avaient pas de maximisés. rim runner
2022. Bah, Kevin Looney quand même, non? Ouais, C'est un rim runner. Ouais, mais tu vois ce que je veux Il dire. run pas beaucoup, Non, mais il rime. Voilà. Et puis il se bat au rebond. Ah, mais il rebond et tout, il bien sûr. protège, il se bat au rebond. Je l'avais pas en rim runner dans le sens où tu venais de balancer des Gafford, des Rudy, etc. Non, je mais mets Looney dans une autre il catégorie. est différent, c'est sûr, mais il a le côté soldat, il a le côté je vais me battre au cercle, donc Oui. rim, c'est le runner qu'il a moins. Non, bien sûr. Après, ça correspondait bien au jeu des Warriors qui finalement ne jouait pas forcément Oui. si vite que ça et jouait différemment. Oui. Mais Kevin Looney, quand même, moi, tu sais que c'est. Bah, d'ailleurs, il l'a prouvé, hein, c'est Ouais, un c'est bon un- pivot c'est avec énorme. lequel tu peux être champion. Bien sûr. J'ai un backup 3&D parce que la vie d'une équipe parfaite, c'est aussi avoir des blessures, des absences ou un problème de faute. Oui. Puis en plus, il y en a quand même pas mal des 3&D, Et il donc en c'est pas ce qu'il y a voilà. de plus dur à trouver. Tout à fait. Moi, j'ai rajouté, donc comme je te le mettais tout à l'heure, j'ai besoin d'un sniper élite. Dont c'est la spécialité mais qui ne va pas non plus mourir de l'autre côté en Donc défense. juste un 3 avec une D à peu près, quoi, vite fait. C'est ça, parce Mais qu'en un fait, très très gros 3, quoi. parce qu'il va y avoir des moments où mon coach, dont Genre, on va parler c'est après, Buddy Hield, là, genre, ou des gars comme ça, là. ouais, même mieux Grayson Allen, tu vois, mais c'est vraiment Grayson Allen, il défend de il ouf, défend hein. de ouf, tout à fait, Ah mais de base, vraiment gros sniper avec des capacités quand Oui, même je vois, défensives. tout à fait. Ou Buddy Hield, mais après, c'est vraiment un pneu en défense. Non, mais par contre, en attaque, il te fait des trucs. C'est ça. Mais si JJ Redick. potentiellement, tout à fait, mais c'est en tout cas, ou Bogdanovic, Ouais, tu vois, capable de sortir du banc. ouais. Parce qu'il y a, pour moi, dans une équipe parfaite, autant t'as parlé là et on est aligné sur le côté 6ème homme, Get Buckets, le Malik Monk là, autant je vais avoir besoin de situations où le basket c'est aussi aléatoire. Ton équipe elle est à 2 sur 12 à 3 points au premier quart-temps. J'ai besoin de vrais Duncan Robinson, efficacité au shoot à 3 points. Tu vas nous débloquer ce spacing là parce que rien que par ta présence, tu vas créer des espaces pour les autres. Donc juste avoir la capacité de plug-in ce type de profil. J'ai besoin d'un sniper élite. Un mec où, quand il rentre sur le terrain, le coaching staff adverse hurle shooter, 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 shooter. Faites gaffe. Donc tout le plan de jeu défensif adverse, tu fais de la marionnette avec parce qu'en fait tu vas leur forcer à devoir changer leur couverture défensive. Je comprends. Et si tu devais. Il m'en reste deux, parce trois. que là, je pense que. Ah, vas-y, bah continue alors. Alors après sur le banc, parce que là du coup je suis à 9 joueurs. Les 3 derniers, j'ai donc. On n'a pas parlé de l'expérience des premiers joueurs. Quoi qu'il en soit, et on l'a dit dans les recettes, j'ai besoin d'un briscard expérimenté qui a déjà vécu les finales NBA. C'est ou qui sait comment ça va loin. Pour moi, une équipe parfaite, c'est une équipe que là, tu parlais avec Denver. Ils ont eu KCP. Il n'y a pas Denver sans KCP. Non, champion. ça c'est vrai. Il te faut un gars qui a Et connu les batailles. Ils ont eu KCP et leur franchise player, donc Jokic, avait déjà connu Bien sûr. du playoff à certains niveaux de playoff, Oui. même s'il n'était pas allé en finale, Oui. avec de la frustration et tout. Donc moi, dans une équipe parfaite, j'imagine pas que mon option numéro 1 n'ait pas un minimum d'expérience. Sinon, c'est pas encore parfait. Ça pourrait le devenir. Donc ça veut dire que les Bucks de Giannis PJ Tucker, parce que c'est PJ Tucker le mec qui rentrait dans la Ah, mais gueule. Giannis, il s'était déjà fait fumer par les Raptors en playoff. Tout à fait, en finale En de conf. gros, Ouais, en bien sûr. finale de conf. Ouais. En gros, je veux pas dire genre faut déjà être allé à la bague et tout. Je veux dire un franchise Un peu player décu. tout vert, Oui. notamment, je sais pas, par exemple, et si ça se trouve, il va me faire mentir dès cette année. Mais je pense que c'est malgré tout son talent, et je pense que par exemple pourrait très bien être MVP cette année, Shai Gilgeous-Alexander. Mhm. Je pense que un des trucs qui moi je me dis je veux bien voir comment il C'est va juste le faire, temps, ouais, c'est qu'en fait là, Shai Gilgeous-Alexander, il se dirige vers les playoffs avec franchement un minimum, ils vont être top 3 de l'Ouest là, OKC, sauf si vraiment il y a une météorite qui vient s'écraser sur la J'espère Chesapeake Arena là, J'espère d'ici pas. la fin de la saison, tu vois, t'es d'accord? Le Paycom Center. Mais il n'empêche que non seulement l'équipe est peu expérimentée, le coach est peu expérimenté parce que tout ça c'est jeune et ça va très vite, mais le franchise player, celui sur qui vont reposer beaucoup de décisions dans des moments cruciaux, t'en a une découverte, expérience quand même vachement Ouais, limitée. je te suis, bien sûr. Donc c'est, tu vois, c'est pour ça. Sinon, OKC, d'ici 3, 4, 5 ans, avec un ou deux tout petits ajouts malins, a une bonne gueule d'équipe parfaite. Tout à fait. De base, et il a les bonnes Bien bases. sûr. J'ai besoin en tous les cas de ce briscard parce qu'ils vont connaître aussi les subtilités du jeu, c'est-à-dire Ah oui. l'arbitrage. C'est-à-dire qu'on sait que Golden State était très content aussi d'avoir Iguodala qui faisait ça à Wiggins et qui disait mon gars, là on se concentre, il faut que je te donne des éléments en fait. Ce sont des joueurs qui sont à la fois joueurs et membres du coaching staff. J'ai besoin de cet élément-là. Et le dernier que j'ai, mais ça c'est ma pépite, c'est mon 12e homme, c'est... Je crois qu'on avait fait un top 10 de ces gars-là, mais parfois des matchs et des séries dépendent de types des têtes brûlées, mais qui vont mettre la tête là où personne n'ose mettre les pieds. Oui, des fous C'est-à-dire furieux. Oui, Zaza, Marcus Smart, oui. ce genre de profil où en fait,
comme Draymond le fait à lui seul. Oui, Je te Draymond. baisse ton short, je suis allé en conférence de presse. Il y a toujours un gars comme ça qui tire des ficelles dans une série ou dans un match ou dans un run de playoff et ça va faire basculer la série. Ouais, et ça, du coup, ça marche que s'il y a ce qu'il faut autour. C'est-à-dire les gars habitués, les gars capables de l'encaisser Oui. et les gars qui ont conscience de ce que ça apporte aussi à leur groupe. Tout à fait. Ok. Ça fait un groupe pas mal. Est-ce qu'il y a des types de profils comme ça de joueurs qu'on aurait pu oublier ou que tu avais pu avoir en tête Non, j'ai l'impression qu'on a été assez complet. Parce que si on regarde du coup par rapport à l'histoire, j'affiche juste. Tu as Denver, franchise player, pivot, oui, avec tout ce qu'on a dit autour. Costar lieutenant, meneur. Ouais. Les deux sont quand même assez ball dominantes. Oui. Sachant que Jokic, il a beaucoup la balle, mais Murray, il joue très bien sans ballon. Avec et sans ballon, tout à fait. C'est vrai, hein? Bien sûr. Murray joue très très bien sans ballon. T'as une tête brûlée offensive un peu, Michael Porter Jr. Oui. T'as deux bons vieux soldats 3&D, KCP et Aaron Gordon, donc 5 majeurs. Et en sortie de banc, t'avais de l'expérience, là, de la fameuse expérience dont tu parles avec Jeff Green. T'avais un mec polyvalent et ils avaient pas vraiment le 6e homme pétard ambulant. Non. Pas vrai, franchement. Ils ont stagger la rotation pour que MPJ puisse prendre feu à certains moments. Voilà, où de temps en temps il y avait le match de Bruce Brown, le match de Christian Brown, mais il n'y avait pas vraiment le 6e homme, je prends la balle et je vais scorer le truc attitré. Il l'avait pas. C'est le seul truc peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment parce qu'après... bon allez, ils avaient dit André Jordan, mais je sais pas si on peut dire qu'ils avaient un rim runner de fou furieux parce que c'est quand même vieux DeAndre Jordan. Non, ils n'avaient pas de rim runner. Et d'ailleurs, ils ont décidé de jouer petit avec Jeff Green. Exactement. Le rim runner, c'est Jeff Green limitant. Ouais, tout à fait. Non, complètement. Golden State est évidemment un modèle particulier parce qu'ils ont eu plusieurs titres, mais 2022, ils ont beaucoup d'éléments en 2022. Franchise player, Costar capable de jouer avec et sans balle en main, pétard ambulant Jordan Poole. Ouais. Kevin Looney, donc un peu, moi je le considère, je le mets dans, même si ça run pas beaucoup, je le mets dans la catégorie. 3&D, t'avais du Wiggins et parfois pour aider du Otto Porter Jr. ou du Gary Payton Jr. ou Clay qui est un lieutenant un peu 3&D. Ouais, après, même s'il a dit, c'est un peu plus compliqué pour Clay récemment, mais quand même. Bien sûr. Quand même. Et en vrai, si tu fais équipe par équipe, en fait, quelle pourrait être l'exception? Est-ce que, tu vois, par exemple, je posais la question tout à l'heure, est-ce que les Spurs... L'exception dans quel sens? Bah là, avec tout ce qu'on a fait, si tu regardes les Spurs de 2014... Quoi, il leur manque beaucoup de choses? Non, je pose la question. Est-ce que, avec là tout ce que tu as dit, ce dont on a discuté, est-ce qu'il y a une équipe qui passe entre les mailles du filet? Tu sais, il y en a toujours dans l'histoire de l'NBA. Et on se dit, attends, mais comment ça se fait qu'ils étaient champions? Moi, je sais pas, les Pistons de 2004 les Pistons de 2004 et les Pistons de 2004... Franchement, les Pistons de 2004, un vrai franchise player. Non. T'es dur, mais je vois ce que tu veux dire. Comment ça, je suis dur? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dites-moi qui était le vrai franchise player des Pistons de 2004. C'est vrai. Et par contre, il y avait beaucoup de 3&D. Alors, protecteur d'arceau élite, une tête dans la mêlée, baston enforceur, là, c'est un briscard expérimenté qui a déjà vécu les finales NBA, du sniper élite qui peut stretch le terrain sans être un pneu en défense. Il y en avait aussi du backup 3&D en cas de faute. Il y avait sans ballon, on laisse tomber. Tayshaun et Rip Hamilton, il y avait tout ce qu'il fallait. Du 6e homme offensif, je sais plus qui ils avaient à l'époque. Putain, c'est une bonne question ça. Vas-y, clique. Ouais. Clique sur les Pistons de 2004. Ouais. C'était qui leur 6e homme à eux? Corliss Williamson. Bah non, arrête s'il te plaît. Attends, je vais mettre pour que les gens puissent voir. Bah, mais les temps de jeu. Il y avait Darvin Ham dans le roster. Alors, je vais mettre surtout Mehmet en Okur. Ouais, c'était Mehmet, mais t'as Mehmet Lindsay qui est en Hunter. Ouais, Lindsay Hunter en backup. Corliss. À 4 points de moyenne. C'était pas beau. Ah, c'est Corliss, je t'ai dit, c'est Corliss en backup. T'as raison, c'est Corliss. C'était 10 points de moyenne. Bon, dans une époque où en fait il était à 17 points de moyenne pour que les gens puissent faire au prorata. Parce que les Pistons. Ah bah oui, non, attention. On va voir les points par match. D'accord. Attends. Je regarde là juste. On n'a pas le. Si, il mettait 90 points et il limitait l'adversaire à 84 points. Mort de rire. 84 points. C'est un peu l'exception, les Pistons 2004. C'est le score à la mi-temps, le truc maintenant. Tout à fait. Mais c'est vraiment l'exception. C'est vrai. Je sais pas si on a d'autres. En fait, il y a regarde, les Mavs de 2011. Alors, t'as le franchise player. Ok. C'est qui ta costard, ton vrai lieutenant et tout? C'est Jason Terry, mais c'est compliqué. Jason Terry. Non, c'est le 6e homme pétard mouillé. Tiens. Ouais. Alors, t'as de l'expérience. Hein. Ah, Jason Kidd. Hein. T'as de l'expérience, t'as du 3&D, t'as de la défense, t'as le rim runner. T'as le rim runner t'as rim runner de Tyson T'as des Chandler. défenseurs d'expérience, là, les Deshaun Stevenson, Sean Marion, machin. Briscard expérimenté, une tête dans la mêlée, baston sans forceur. Ouais. Lui, il a dit LeBron, je vais t'enfumer, tu vois. Mais tu vois, ils ont Dirk.
C'est une équipe Dites-moi bizarre. si je dis des conneries, mais en 2011, je Non. pense qu'il n'y a pas du tout de mec All-Star Non, ça devait. ou proche d'être All-Star autour de Dirk. Hein. En fait, ça devait être Je peux Caron me Butler. tromper, mais En fait, ça devait ouais, être ça Caron aurait dû Butler. être Caron Butler, mais bon. Ça devait être Caron Butler parce qu'il est même à 15 points. Ouais, Enfin, je crois 15 juste. points, il marque pas plus que Jason Terry. Non, hein. non, bien sûr, mais c'est juste que Caron Butler, en fait, à l'époque, je sais pas si je mettrai les chiffres, mais c'est vrai que t'as Dirk qui est tout en haut, Jason T'as Terry. Peya pour mettre des tirs en sortie de banc, mais tout ça, Ouais. c'est pas des costards. Hein. Caron Butler, dans les années 2010-2011, ouais, Non, il est mais à, il il a est à eu- quasi 20 points de moyenne. Il a eu juste des avant. bonnes saisons, mais enfin, tu vois, Dallas, c'est particulier, ouais. c'est particulier comme équilibre. Hein. Dallas 2011, c'est un peu une exception. Spurs, je pense quand même que ouais, t'as le franchise, t'as de la co-star, t'as la troisième option créatrice, t'as sixième homme, t'avais du Patty Mills et tout, Oui. t'avais Danny Green en 3&D, t'avais le backup 3&D. Non, non, les autres équipes, là, je suis en train de les passer en revue, c'est quand même très, 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 très lourd. Donc dans la NBA actuelle, Ouais, parce que là c'est là le jeu qu'on fait, hein, dans quelques Ouais. semaines il y a les playoffs. Hein. ouais. Qui coche la plupart de ces cases? Donc Denver repart sur le même modèle. Denver coche les cases, ils ont toujours pas le. Et encore qu'avec Reggie Jackson, Encore avec Reggie ils Jackson peuvent et avoir Peyton plus Watson. le pétard mouillé en sortie de banc. Et Peyton Watson qui est capable de se Ils chauffer y ont aussi un peut-être petit perdu peu. en polyvalence et en défense, mais ils ont d'autres trucs. Ouais. Qui d'autre? Est-ce que Boston remplit les cases? Franchise player, co-star, oui. Du 3&D, il y en a quand même. Oui. C'est quoi? Il manque le banc un peu? Il manque de l'équilibre en sortie de banc? En fait, en vrai, c'est qu'on parle depuis tout à l'heure de joueurs, mais il faut le coach, quoi. Ça, il y a un moment donné, il faut un chef d'orchestre pour mettre tout ça en musique. Bah ouais, mais on est obligé. C'est vrai. Parce que là, sur l'effectif, la Brad Stevens, tu veux lui demander quoi de plus, frère? C'est Non, quoi? non, C'est je le suis banc un d'accord. peu plus? Allez, il leur faut Après, Mazzula, il est pas non plus mauvais. Hein. Non, Mazzula, bien il est sûr, en bien train de sûr. se balader en régulière quand Oui, même. tout Là, à fait, tout à fait. Ils faut lui ont, donner sa chance en playoff. Hein. ils ont Peyton Pritchard pour prendre un peu feu en sortie de banc avec Sam Hauser. Ils ont 3 gars capables de porter la balle en main, rien qu'en Tatum, Brown et même du Jrue Holiday si tu veux. Oui. Même chez- Derrick White, si tu veux. Ouais, et lui, limite, Derrick White, c'est le 3&D capable de coller sur le La meilleur score troisième adverse. option offensive, potentiellement, ils peuvent avoir Porzingis. Porzingis, tout à fait. Sniper Leeds qui peut stretch le terrain sans être un peu en défense, Sam Hauser. Un briscard Ouais. expérimenté qui a déjà vécu les finales NBA arbitrage à l'Orford. Bah, Tatum, Les- mais il est déjà allé en finale. Hein. Brown Tout à aussi. fait. Hein. Mais le. Jrue Holiday. Tout à fait, mais quand on parlait de, tu vois, qui garde le vestiaire, qui est le. Je suis d'accord, mais ils ont quand même des mecs qui sont déjà allés en finale NBA. Oui. Et plus Jrue Holiday qui a déjà carrément été titré. Oui, Quand même. une tête dans la mêlée, baston en forceur, c'est quoi? C'est Jalen Brown? C'est ce qu'ils avaient en Marcus Smart. Ouais. Voilà, ils ont fait un choix. Après, Jrue, il a pas peur de la chicaille hein, quand même. Hein. Oui, non, non, ça va. Ça va. Même Derrick White, je pense que ça y va quand même. Clippers, t'as dit, ils ont un vrai franchise player, une co-star, une troisième option créatrice balle en main, un sixième offensif, du 3&D qui Un a de pivot coller sur le rim meilleur runner. score, un pivot rim runner, un backup 3&D, Les Clippers, c'est ce qu'il faut. Hein. des briscards expérimentés, une tête dans la mêlée, baston en forceur, ça y a pas de problème. Non, mais tu vois, ils ont ce qu'il faut. Hein. Et ils ont un coach Ils ont adaptable. Norman Powell là, qui Ouais. sort du banc et tout. Ils Hein. sont Terrence Mann et tout. Non, non, c'est bien. Sur le papier, faut pas les zapper. Hein. Et donc juste pour finir le tour, Dallas on a dit c'était assez sexy. Milwaukee, vrai franchise player, co-star capable de jouer avec et sans balle en main. Une troisième, C'est qui ça la costar? C'est- Ah, je déconne. Ben Lillard. Ah. une troisième option créatrice balle en main, relais du coach ou en tout cas vétéran. Si Chris Middleton revient à fond, Oui. c'est bien. Oui. Sixième offensif, c'est Bobby Portis. Rim runner, c'est Brook Lopez. Bobby Portis. Bobby Portis c'est le sixième homme offensif Mais qui il est peut de faire buckets. rim runner aussi un peu. Ouais. Ouais, bof. Je suis d'accord. Tueni qui a de coller sur le meilleur score adverse, ils avaient ça en Jrue Holiday. Mais Après, en fait, Ils ont une star tellement spécifique, les Bucks, que le rim runner, Yanis le Ouais, fait c'est aussi lui. à l'intérieur de son taf de franchise player et tout. Il fait rim runner un peu Yanis. Hein. c'est bien que Jay Crowder soit là, parce qu'il nous fallait la tête dans la mêlée baston. Ouais. Ouais, ils ont pas de Connaughton aussi pour ça. Oui. Non, c'est vrai. Hein. Non mais c'est assez complet, je pense qu'on se rejoint sur pas mal d'éléments, mais je veux bien l'avis des gens sur quand vous construisez l'équipe parfaite, vous êtes sur quel modèle? Parce qu'avec Alex, on s'est pas briefé avant le début de l'émission, toi t'es plutôt sur les postes externes sur le franchise player et moi je suis plutôt à l'intérieur. Et donc, du coup, pour finir, moi j'ai une petite question à te poser. Oui. Donc, avec tout ce qu'on vient de raconter sur l'effectif parfait, si tu as le choix entre tous les joueurs all-time, tous les joueurs, tu as le droit qu'à 2 stars ou enfin une star et sa co-star, ok? Ouais. T'en as le droit qu'à 2. Enfin, t'as le droit qu'à 2 énormes joueurs stars des top 15-20 all-time, quoi. Ok. Tu dois mettre des role-players plus, on est sur du all-time, hein, attention, hein.
Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas me dire mon 5 majeur, ça va être Magic, Jordan, Non, bien sûr. LeBron, Oui. Tim Duncan et Olajuwon. Mais j'ai le droit à 2 superstars. T'as le droit à 2 super énormes stars. Ok. Et après, tu me fais un 5 majeur, vas-y. Vas-y. Avec que des joueurs, parce que j'avais fait l'actuel, avec que des joueurs de l'histoire de la NBA, quoi. Ouais, mais même s'il y a des actuels dedans, je m'en fous. Hein. Si t'as envie de mettre Wembanyama, vas-y. Hein. Mais, Non, bien sûr. ou Doncic, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as le droit qu'à 2 énormes stars et autour, tu dois me mettre des joueurs avec soit des rôles bien spécifiques, soit des trucs comme ça. Ouais, je quoi. comprends. C'est pas si simple. Je te prends un peu de cours là. Non, mais vas-y, c'est très bien. Je pense que je vais prendre Tim Duncan. D'accord. Poste 4 a priori, ou tu colles un petit pivot à côté ou pas? Question. Je pense que je vais avoir Tim Duncan en 5. Ouais. Mais après, je suis tellement influencé par la NBA actuelle. Vas-y, de toute façon. Ouais, je vais avoir Tim Duncan en 5. Ouais. Je vais avoir plutôt genre du type. Si j'ai le droit à une deuxième superstar. Ouais. Pas une co-star genre. Non, tu peux mettre Michael Jordan si tu veux avec Duncan. Ok, j'ai Stephen Curry en. D'accord. T'as Curry en 1, Duncan en 5. Ouais. D'accord. Et du coup, au milieu, là, il faut mettre des gars. Là, t'as plus le droit aux stars. Hein. Curry, c'est une star. Hein. Est-ce que Draymond Green c'est une star? Non, tu peux avoir Draymond Green si tu veux. Donc là, c'est mon profil parfait à côté de Duncan. Ou parce que D'accord. du coup, Dennis Rodman c'est trop haut. Mais donc du coup, j'ai. Dennis Rodman, c'est trop haut? Non, mais trop haut en termes de star, enfin tu vois, ou pas. Non, enfin, pour moi, Rodman, Green, ça va être dans un range qui Ok. se ressemble un peu. Quoi. Bah, je c'est vais comme des prendre- mecs qui mettent moins de 10 points par Oui. match, quoi, tu vois. Ouais. Non, je vais prendre Duncan, Steph, je vais mettre Draymond. Et après, sur les postes 2-3, des mecs corrects sans avoir été des superstars. Pendant que j'y réfléchis, toi, t'as ton idée là de 5 majeurs? Ouais, moi je pense que je ferais un truc du genre Steph, Dennis Johnson, que je considère pas comme une star. Hein. Faut pas Ok. exagérer non plus. Hein. Ok. T'es d'accord ou pas? Non, Ok. Meneur que j'ai beaucoup aimé, qui a des qualités défensives et de gestionnaire bien sérieuses. Ouais. Et je suis sûr dans la NBA actuelle, il se mettrait à rentrer quelques 3 points. Espèce de Mike Conley quoi. Ouais. Jordan LeBron. Voilà. Et donc après, je suis dans... Non, c'est pas l'équipe parfaite. Non, vas-y. Ah bon Vas-y. Pourquoi Ok. Vas-y. Les deux, ils peuvent jouer à plein de postes, c'est trop pratique. T'as qu'un ballon, mon gars. Ça va. T'as qu'un ballon, mon gars. Ça va. Ah ouais. Ok, vas-y. T'as qu'un ballon. Non, vas-y. Bon, ça va. Donc t'as Dennis Johnson, LeBron, Jordan. Ouais. Enfin, Dennis Johnson, Jordan, LeBron. Et ensuite en 4-5, tu fais comment? Je sais pas, il me faut là du coup il me faut un bon gros rim runner qui me demande jamais la balle au poste et qui me casse pas les couilles. Donc il me faut un profil à la Mutombo. Ok. Mutombo c'est pas mal. Oui, ouais, c'est Tu très vois, bien. Ouais, bien sûr, hein, c'est correct Ah, en c'est tout à défense, fait c'est correct, propre ça. en plus. Et puis au poste 4, je pourrais mettre un Draymond comme toi. Je trouve que ça glisserait pas trop mal dans l'affaire. Ouais. Je peux mettre un Rodman, je peux mettre ce genre de mec, genre un, même si tu veux mettre, même je peux même aller, si je veux aller pousser le vice plus loin pour être un peu plus réaliste, parce qu'on va dire que c'est pas possible d'avoir des mecs entre guillemets aussi starisés et tout. Je prendrais un mec dans ce profil-là, mais encore moins fort, genre Robert Horry, c'est encore un Oui. bon profil. Tiens, Ouais. tiens, je peux Robert Horry. Tu vois, regarde, tiens, Dennis Dennis Johnson, Jordan Michael LeBron, LeBron, Horry, Robert Horry Mutombo. Et Mutombo. Bah, venez me chercher. Oui. Venez me chercher. Moi, je vais Et il prendre. n'y a qu'un ballon, mais il n'y a que deux Non, mecs, non. il n'y a que 2 balles dominantes. Oui, c'est ça. Moi, je veux dire, là, Dennis Johnson, tu vois, il va la monter et puis bah, Ouais. il va aller se mettre dans le corner. Ouais. Ou il va prendre l'écran de quelqu'un. Bien sûr. Tu vois. Si je suis dans ce range-là, j'aurais Duncan, Draymond et j'aurais dû. T'as Curry à la main, toi moi, ça va être les San Antonio Warriors, je te préviens. Et tu vas avoir Duncan, Draymond à l'intérieur. Ginobili. Je vais avoir. Ginobili, c'est une star. Oui, donc non. Je vais avoir Steph. À côté, il me faut un Pitbull 3&D, donc je suis même capable de prendre du Bruce Bowen s'il faut aller très très loin. Ouais. Genre 3&D. Ouais. Mais pas besoin de la balle vraiment parce que ça, je vais plus l'ajouter sur un mec musclé en 3 qui est capable de défendre sur tes gars là. Donc il me faut un gars à la fois musclé qui puisse tenir cette match-up défensivement et poser un peu le ballon au sol. Anthony Mason. Hmm. Sympa, Anthony Mason. Il me faudrait. Vernon Maxwell, un peu petit peut-être. C'est un 2, Vernon Maxwell.
Il me faudrait. Il faut Robert Horry, toi aussi. Hein. Non, j'ai déjà Draymond. Il me faudrait. T'as pas besoin qu'il pose tellement la balle. Hein. Si t'as déjà Steph, Draymond un peu, et que tu peux donner la balle au poste à Duncan. Pour péter les close-outs, j'ai besoin d'un mec qui pose encore plus comme Duncan et il me faut un gars qui puisse poser le ballon au sol quand même. Parce que là, j'ai vraiment que Steph. Mais Pippen, c'est trop une star. Pippen, c'est trop une star. Donc, faut un sous-Pippen. Ouais. Il me faudrait. Un sous-Pippen. Vince Carter. Ah ouais, c'est pas une star, Vince Carter. Ah ok, vas-y. Je sais pas, parce que je le reculais dans le. Ouais, le Vince Carter de Dallas, quoi. Parce que toi, c'est Dennis Johnson et Robert Horry, un peu tes gars, un peu. Ok, je vois. Moi, j'aurais. Même Mutombo, je veux dire, Mutombo est très connu. Mutombo, c'est. Oui, c'est très connu. C'est mon Draymond, quoi. C'est un défenseur de l'année, mais c'est un mec qui a tourné à 11 points par match en carrière. Enfin. Il me faudrait, ouais, je sais pas, une espèce de Chris Middleton, ouais. Ouais. Un truc comme ça qui peut continuer à bosser et à driver et essayer de s'en sortir solo et défendre sur le joueur adverse. Un Jimmy Butler des débuts, quoi. Jimmy Butler, ouais, mais jamais Jimmy Butler, c'est trop. Débuts. Mais dans l'esprit, c'est Jimmy Butler. C'est Steph. Il te faut Nicolas Batum. Nicolas Batum, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, mais du coup, c'est à la place de Bowen. En fait, j'aurais Steph, Draymond, Bowen, Duncan. Joue 2 et Batum 3, et ça bricole, hein, ça va. Hein. Il faudrait poser un. Ça tient la route. Hein. Ok, alors je refais. Ça tient la route. Pardon, non, mais je fais Duncan, Draymond, Steph. Je mets Nico Batum sur mon poste 3. Ouais. Et en 2, il me faut plus un gars qui puisse scorer. Buddy Hield. Ouais, un autre gars, mais si tu prends un mec plus haut tu prends un Reggie Miller, sous Reggie Miller. Sous Reggie Miller sur. Dan Mayerley. Ouais, Desmond Bain. Dan Mayerley, c'est bien. Dan Mayerley, très bien. Il défend en plus. Ouais. Il peut te mettre des 3, il défend. Dennis Johnson, Jordan, LeBron, Robert Horry, Mutombo, formidable. Non. Si. J'aime bien l'idée de mettre Jordan et LeBron dans la même équipe parce que je trouve ça drôle. Ah bien sûr. Ça me fait marrer moi. Vas-y. Je pense qu'il faut faire 2 vestiaires. Oui voilà, c'est ça. L'équipe parfaite. Là t'as les melons. Ouais. J'arrive pas à rentrer. Ah, je comprends pas. Dites-nous vous qui a dans votre 5 ultime et dans votre équipe ultime, l'équipe parfaite, comment la composez-vous? C'est la grosse question de ce lundi. Merci mon cher Alex pour cette petite suggestion. Merci à vous. Évidemment toujours un plaisir. Merci à vous. On vous souhaite une très très bonne semaine. On vous retrouve surtout dans les commentaires si vous avez des suggestions lundi prochain. Attention, gros sujet, potentiellement en 3 lettres si vous êtes sage. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.